Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de poésie et de Max-Paul Fouché, dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Adeline Baldacchino. Adeline Baldacchino, bienvenue à Berbère Télévision. Bonjour, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, vous venez de publier un excellent livre, aux éditions Michelin, intitulé Max-Paul Fouché, le feu, la flamme, une rencontre. Pourquoi spécialement une rencontre, Adeline? Alors c'est une très belle question, une très bonne question. C'est parce que j'ai tenté, après l'avoir écrit finalement, de savoir ce qu'était ce livre, qui a été un livre avant d'être l'histoire de Max-Paul Fouché, avant d'être une biographie finalement, une aventure un peu personnelle. Oui. Et réfléchissant à cette question, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas tout à fait, ça n'est pas un roman biographique ni un roman autobiographique. Ça n'est certainement pas une enquête académique comme on aurait pu l'imaginer sur un personnage qui a beaucoup compté, sur lequel il n'existait pas de biographie. Et en fait, c'est, je crois, une tentative d'entremêler les raisons qui font qu'on peut s'attacher à un personnage, à une figure, à un homme, et en même temps un fil rouge biographique que j'ai préservé tout au long du livre. Tout à fait. Donc, vous suivez quand même dans le livre le parcours impressionnant de Max-Paul Fouché, donc poète, écrivain, résistant, plus tard homme de radio, de télévision, n'est-ce pas? Et donc, Max-Paul Fouché naît dans le nord de la France en 1913, c'est ça? Oui, exactement. Alors, c'est ce qui rend la rencontre, justement, très improbable, parce que Max-Paul Fouché est né en 1913, il va disparaître en 1980, je suis née 2 années après sa disparition, et donc c'est un personnage dont je ne connaissais au fond rien avant un jour, par les hasards de la vie, de le rencontrer malgré tout. Et 1913-1980, c'est vraiment un destin dans le siècle. Le destin d'un écrivain, c'est je crois ce qu'il avait rêvé d'être et ce qu'il a été. Il a une très belle poésie qu'on trouve toujours chez Actes Sud. Et puis c'est le destin aussi d'un homme de conviction, de résistance qui crée la revue Fontaine. Et le destin, et c'est ça qui rend passionnant, c'est l'ensemble de ces différents fils qu'il arrive à tenir en même temps, le destin d'un homme de médias et de communication. Tout à fait. Et donc Max-Paul Fouché se retrouve en Algérie. Oui, oui. Alors Max-Paul Fouché se retrouve en Algérie de façon, là encore, improbable, ça va être le mot-clé du jour. Il est né en 1913 en Normandie, rien n'aurait dû effectivement l'amener vers le sud, et puis ce qui se passe, c'est que son papa, Paul Hubert Fouché, avait été gazé sur un champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, il était brancardier, donc en allant sauver des blessés allemands d'ailleurs sur le champ de bataille. Alors qu'il était évidemment du côté français, mais voilà, il considérait déjà que la fraternité humaine n'avait pas de limite. Et parce qu'il était malade, parce qu'il avait des problèmes de poumons, on lui conseille d'aller s'installer dans un endroit où le climat sera plus favorable, où il y a du soleil, où l'air sera meilleur. Et puis, il se retrouve en 1923 en Algérie. Max-Paul a 10 ans. Il ne connaît pas grand-chose à cet univers-là. Il a des images un peu étranges dans la tête. Sa maman, je le raconte, croit qu'il y a des lions qui errent dans les faubourgs d'Alger. C'est très amusant. Et en fait, il va à Alger faire toute sa scolarité, rencontrer un pays, un peuple, une histoire, et Albert Camus, évidemment. Tout à fait, mais ce territoire, cette terre de soleil, lui plaît beaucoup et tout de suite, il s'y plaît quand même. Il fait corps avec la terre et les habitants aussi. Il y est très heureux et je vais vous faire une confidence d'ailleurs, c'est que ce livre a porté un premier titre avant de s'appeler Le feu, la flamme. Et le premier titre que j'avais voulu lui donner, c'était « Et que nous sommes la mer ». Qui en fait est un morceau d'un vers du poète persan Attar du XIIe siècle. Tout à fait. Et je voulais parler de la mer avant d'avoir parlé finalement du feu et de la flamme pour d'autres raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Parce que justement la mer, c'est ce qui va baigner à la fois l'enfance et l'imaginaire de Max-Paul Fouché grâce à l'Algérie. Ça compte beaucoup dans sa formation intellectuelle. Il raconte des promenades sur le chemin de la Beaux-Aréas, sur les hauteurs d'Alger, avec Camus. Évidemment, il n'y a pas que la mer, il y a, comme vous disiez, un peuple. En tout cas, ce pays va le marquer
très fort. Donc il dira plus tard, par exemple, vous l'écrivez dans le livre, mes veines sont demeurées sinueuses comme les chemins de la Bouzrea vers la mer. Bouzrea est un quartier sur les hauteurs d'Alger. À cette époque, il était encore assez vierge, ce quartier. Donc il a été marqué par ce pays. Et puis il rencontre plein de gens intéressants et la littérature va les rassembler. C'est le cas d'Albert Camus. Absolument, absolument, parce qu'ils sont dans le même lycée. Alors ils parlent ensemble d'auteurs qui les passionnent, qui m'ont passionné aussi au même âge. Nietzsche, Dostoïevski. Il rencontre donc le monde intellectuel algérois, très très riche évidemment à cette époque, et puis cette amitié extraordinaire se noue avec Camus, parce que tous les deux rêvent de faire œuvre, ils ont cette volonté absolue de créer quelque chose, et de créer quelque chose qui ne soit pas seulement de l'ordre de la littérature ou de la poésie au sens des mots, mais qui puissent contribuer à changer le monde. C'est un peu ce que Camus développera dans son discours quand il reçoit le prix Nobel en 1957, ou ce que Saint John Perse dira plus tard aussi. C'est que la poésie a partie liée avec une forme de résistance et d'envie d'agir aussi sur le monde. Parce que Camus et Fouché, quand ils se promènent en Algérie, ils voient des scènes d'injustice terribles à cette époque-là, qui les marquent à vie et qui, évidemment, invitent à l'engagement. Vous racontez justement une scène tragique où les deux hommes très jeunes sont touchés effectivement. Il y a un accident, donc il y a un Algérien qui est écrasé. On ne peut pas lui porter secours, n'est-ce pas? Oui, c'est sur les hauteurs de la ville. Tout à fait, c'est sur les hauteurs de la ville. Ils sont tous les deux, ils marchent, ils voient un attroupement. Il y a un petit garçon musulman qui a été blessé par une voiture qui était passée très vite. Les gens ne savent pas quoi faire, pas comment l'aider, il est peut-être trop tard, on ne connaît pas exactement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on sait que Camus à ce moment-là se retourne vers Camus et lui dit mais tu vois, il ne fait rien. Et au fond, c'est déjà un peu la notion de l'absurde, l'idée qu'il y a une forme d'injustice terrible et que seul l'homme est capable peut-être d'agir, mais c'est toujours le fameux Sisyphe qui monte son rocher, puis le rocher retombe, et puis il faut recommencer à tenter d'agir sur le monde parce qu'on ne sait pas si quelque chose d'autre, si une autre forme de transcendance peut agir à notre place. Et en tout cas, les cas, Camus et Max-Paul Fouché ne le croient probablement pas. Tout à fait, mais en 1933, les deux amis vont être séparés par une femme, c'est Simone Hillet, donc qui était la compagne de Max-Paul Fouché, dont Camus va s'éprendre et qu'il va même épouser, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est le premier amour de Max-Paul Fouché, il l'a rencontré probablement en 1930 ou 1931. J'ai eu accès au carnet intime, aux journaux de Max-Paul Fouché. Alors c'est extraordinaire. Chance, hein? Ah, c'était une chance extraordinaire. C'était aussi étonnant parce que ce sont des carnets qu'on a retrouvés très récemment, finalement, un peu par hasard, chez un bouquiniste parisien. Et ce sont les carnets de ces années-là, des années d'avant la Seconde Guerre mondiale, de l'amitié avec Camus et des premières histoires d'amour. Et alors on voit un jeune Max-Paul Fouché complètement passionné par cette femme qui est un petit peu la femme fatale, un peu la femme dangereuse, qui joue le jeu de la séduction à la fois avec Max-Paul Fouché et avec ses amis. Alors justement, Camus va effectivement en profiter parce que Max-Paul Fouché a créé la section des jeunesses socialistes d'Algérie et il se promène beaucoup dans l'arrière-pays. Il n'est pas tout le temps là. Et pendant ce temps-là, se noue une relation entre Camus et cette jeune femme, Simone Hillet, qui va devenir la première épouse de Camus. Mais auparavant, quand même, Max-Paul Fouché est venu à Paris avec Simone. Ils ont passé des moments à découvrir cette capitale, Paris, ses musées, ses manifestations culturelles, n'est-ce pas? Oui, absolument. On déchiffre bien là la naissance d'un enthousiasme à découvrir qu'il va garder toute sa vie et aussi d'une envie, d'une passion de communiquer. Il aime d'abord être accompagné quand il va visiter les expositions, va au théâtre, etc. Et puis il aime le raconter. Alors il commence à s'exercer à le raconter dans ses carnets. Plus tard, ça sera dans des critiques, plus tard, ça sera devant la télévision, devant les micros. Mais c'est peut-être là que ça commence, oui. Tout à fait. Et puis, avant cela, Max-Paul Fouché va perdre son père. Oui, alors ça, effectivement, c'est
C'est un moment compliqué à définir dans la biographie de Max-Paul Fouché parce qu'il en parle assez peu, mais il le dit clairement. Ça renvoie peut-être à ce moment avec Camus où Camus doute de l'existence d'un dieu. Pour Max-Paul Fouché, ce moment-là, c'est peut-être 1929. Il a 16 ans et son père finit par succomber à la maladie des poumons qu'il avait amené en Algérie. Et là, Max Paul s'interroge vraiment sur beaucoup de choses. Il s'interroge à la fois sur la relation avec les Allemands, et c'est un point important à garder en tête parce qu'il y aura la Seconde Guerre mondiale qui va venir après. Max Paul a toujours été très clair, il est toujours du côté de la résistance, mais son père, avant de mourir, lui dit « Attention, ce ne sont pas les Allemands, en tant qu'homme, au fond, que tu dois haïr, c'est ceux qui font le mal, qui ne sont pas nécessairement tous les Allemands. Ne confonds pas. » Il lui dit avec exactement. Les Allemands. Alors évidemment, c'est anachronique. Il lui dit ça en 1929. Il ne lui dit pas sous cette forme-là, puisque la Seconde Guerre n'est pas arrivée, mais c'est la leçon que Max Paul retiendra et qui lui permettra, et toujours dans une parfaite clarté, mais pendant la période de Fontaine et de la Résistance, de bien distinguer la politique et de l'autre côté une forme de fraternité qui transcende totalement à la fois les religions, les nationalités, etc. Tout à fait, mais en lisant votre livre, on sent que Max-Paul Fouché sent que les choses difficiles pointent à l'horizon. Hein. Il est même acculé, hein, semble-t-il, à parler de fascisme de gauche comme réaction à ce qui va venir, ce qui va arriver. C'est un épisode compliqué. Il m'a amené moi-même à m'interroger sur ce que veut dire la notion d'engagement et puis aussi sur le personnage qui était Max-Paul Fouché. Parce que quand on lit effectivement certaines pages de son carnet, où il est tenté par ça, il le dit, je suis tenté par une forme de fascisme de gauche. Alors, c'est très compliqué à expliquer, j'essaye de le faire un petit peu dans le livre. Il voit venir ces grands mouvements terribles que sont le nazisme. Il voit venir ces figures terribles du fascisme, de Mussolini, etc. Et il se demande comment résister face à ça. Et il est tenté à un moment donné par une chose qui serait la figure de l'homme charismatique. Il faudrait quelqu'un capable de résister à Hitler et à Mussolini. Et au fond, ça devrait être quelqu'un d'aussi fort. Et puis en fait, c'est impossible. Il s'en rend très vite compte parce que justement, la démocratie, l'humanisme ne résiste pas par les mêmes moyens, bien évidemment. Peut-être qu'il va trouver la solution dans la poésie et donc dans tout ce qu'il pourra écrire et aider les autres à écrire. Et donc, ça sera la revue Fontaine. Alors peut-être, effectivement, c'est un très bon cheminement quand on essaye de le reconstituer, parce qu'il y a un numéro de cette revue Fontaine qu'il crée donc en 1939. Il y a un numéro qui arrive un petit peu plus tard et qui va s'appeler « De la poésie comme exercice spirituel ». Et au fond, l'idée qu'il défend, c'est peut-être que par les armes de l'esprit, de l'écriture, de la création littéraire et artistique, on peut et on doit faire passer des messages qui concernent le réel, le monde dans lequel on vit. Très vite, très clairement, il écrit des éditoriaux magnifiques. Ça s'appelle d'abord « Une seule patrie » dès 1940, puis « De la République comme volonté, comme imagination » et « Nous ne sommes pas vaincus ». Il considère que finalement l'armistice, le pétainisme ne peuvent en aucun cas constituer la fin de l'histoire de l'esprit français qui, lui, est là sous-jacent, continue à résister et qui va l'amener finalement, peut-être pas au gaullisme, mais en tous les cas très clairement à la résistance, à publier des poètes, à continuer de publier des poètes, y compris des poètes juifs, y compris ceux qui vont disparaître tragiquement dans des camps de concentration, comme Max Jacob, comme Benjamin Fontaine, etc. Il ne renonce jamais à cet impératif-là de liberté. Et puis déjà, à ce moment-là, il est assez pluraliste, assez tolérant, y compris dans ses revues, il y a des poètes musulmans aussi. Toujours, c'est une de ses grandes lignes directrices pour la revue Fontaine. Elle n'est pas en Algérie par hasard, elle veut s'inscrire dans le paysage intellectuel algérien et donner à lire les grands poètes arabes, les grands poètes, les mystiques, des mystiques soufis, des poètes irakiens, des poètes libanais, de
de la poésie populaire algérienne aussi, qui est presque donnée à lire pour la première fois d'ailleurs à cette époque-là. Il a des amis à l'université d'Alger qui traduisent quand il le faut, et il entretient complètement cet esprit de pluralité, y compris en allant chercher ensuite au-delà les Anglais, les Américains, l'Amérique du Sud. Il a envie d'atteindre, il vise une forme d'universalisme. Et il a aussi enseigné à la Madersa. Ouais. Donc, il a enseigné, entre autres, vous le dites dans le livre, hein, Mestafa Lashraf, qui est devenu ministre de l'Éducation en Algérie de 1977 à 1979. Oui, absolument. Donc, il avait cette ouverture d'esprit, cette façon d'aborder tous les habitants de l'Afrique du Nord, à ce moment-là, de l'Algérie en particulier. Complètement, complètement. Il s'entourait aussi d'une équipe qui était une équipe qui justement devait intégrer le plus de points de vue possible, la diversité des origines, des vocations, etc. C'est vraiment un point directeur dans sa manière d'agir pour la création poétique. Et puis on sent qu'il aime ce pays puisqu'il va d'un coin à un autre. Et vous écrivez dans le livre qu'en février 1933, ils se rend à Dra el-Mizan, et c'est là qu'est née votre arrière-grand-mère. Oui, absolument. Dra el-Mizan, c'est en Kabylie. Hein. Oui. Alors c'est un autre exemple de ces phénomènes que j'essaye d'appeler de hasard objectif, c'est-à-dire le hasard qui peut-être n'en est pas un et qui fait qu'à un moment donné, je vais avoir envie de raconter cette vie. Et parmi cette somme de petits hasards, il y a des lieux géographiques comme ça. Il y a évidemment l'Algérie, il y a aussi l'Iran, il y a aussi d'autres endroits. Mais l'Algérie, il y a Dra el-Mizan, et effectivement, la maman de ma grand-mère paternelle est née là-bas. J'ai cet acte de naissance, et donc ça fait partie de mon imaginaire, évidemment de mes racines aussi. Et c'est une autre rencontre, hein, puisque vous dites que le livre, c'est une rencontre. Donc c'est aussi une rencontre dans la rencontre. Oui, peut-être. C'est peut-être aussi ce livre une forme de lettre ouverte, de lettres écrites à Max-Paul Fauché et à ses lecteurs, à ceux qui l'ont aimé à un moment donné parce que par la télévision, il leur a transmis des choses. Voilà, c'est une manière de raconter une histoire en tentant de comprendre ce qui la raccroche à la mienne. C'est un exercice un peu narcissique, je l'avoue, mais peut-être que c'est le jeu de la biographie. Grave, c'est aussi de la création. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous placez 3 interludes qui sont magnifiques. C'est de la poésie pure. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous parlez de l'amour, de la mer. La mer est omniprésente dans ces textes. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, encore une autre confidence, peut-être que ce livre, et peut-être que le choix de Max-Paul Fauché était une manière de prétexte à faire de la poésie. Et j'ai même un ami qui m'a dit « Mais tu as fait de la poésie par effraction ». Et il n'a pas tort, votre ami. C'est peut-être effectivement ce que j'ai voulu faire. Tout vient, en ce qui me concerne, dans mon désir d'écrire, tout vient probablement de la poésie, et encore une fois de cette poésie conçue dans le sens qu'on a dit, qui n'est pas seulement un jeu avec les mots, mais qui parle de choses plus profondes et au fond plus essentielles. Et j'ai tenté par trois textes qui effectivement ont été écrits pas tout à fait au même moment que les autres, mais qui, je crois, je l'espère, s'intègrent finalement dans le livre, de laisser transpercer un peu de cette passion-là. Tout à fait, il s'intègre très bien dans le livre. Je parlais tout à l'heure de la mère, et la mère va prendre la femme de Max-Paul Fauché en 1942. Oui. Alors, voilà encore un épisode qui relève presque de la légende et de la mythologie. Oui. Et c'est ce qui est intéressant dans le parcours de cet homme-là. Max-Paul Fauché a rencontré une femme qui s'appelle Jeanne Girardi à la fin des années 30. Il l'épouse et c'est au moment à peu près où il crée la revue Fontaine. Ils sont amoureux, mais c'est une relation compliquée, comme le sont peut-être toutes les relations amoureuses. Puis il se passe cet épisode très étrange. Jeanne Girardi doit prendre le bateau pour aller jusqu'à Marseille. C'est un bateau qui porte un nom bien connu à Alger. Il s'appelle le gouverneur général Lamoricière, qui est un nom propre. Tout à fait. Mais quand le bateau s'éloigne du quai, avec Jeanne à son bord,
Max Paul a une sorte de vision, et au lieu de voir le nom propre La Mauricière, il voit s'inscrire devant ses yeux, c'est ce qu'il raconte après coup, il voit s'inscrire les mots « la mort, ici, R ». Et il a une sorte de prémonition un peu fulgurante, un malaise, quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, quelques jours plus tard, pendant la traversée, on l'appelle une nuit et on lui dit que le bateau vient de faire naufrage au large des Baléares. Et Jeanne ne reviendra pas. Vous dites dans le livre qu'il y a eu des survivants de son naufrage, oui. Mais Max-Paul Fouché n'essaye même pas de voir si sa femme fait partie des survivants. Oui. Il est quasiment sûr qu'elle est morte. Il est certain. Et il l'est d'autant plus qu'il vient d'écrire, dans les semaines qui ont précédé cette disparition, une série de textes qu'il va d'ailleurs publier ensuite, qui s'appelle « Les limites de l'amour », et dans lesquels, au fond, reviennent toujours ces personnages-là, que sont la femme aimée, et puis l'amour, et puis la mère, et puis la mort. Et il se rend compte qu'au fond, il avait peut-être pressenti cette chose inouïe et à laquelle il ne voulait pas croire, et il cesse d'espérer avant même d'avoir la nouvelle définitive. C'est incroyable. Est-ce que cette disparition, la disparition de Jane, sa femme, est-ce que ça va le marquer durablement? Oui, c'est certain. C'est certain, ça le marque durablement à la fois parce que ça vient confirmer son intuition initiale selon laquelle, par la poésie, on devine peut-être des choses que la raison ne nous aurait pas permis d'approcher. Et cette intuition-là, qui est très forte, il va passer peut-être sa vie à la poursuivre, à la creuser, en donnant la parole lorsqu'il écrit des textes à son inconscient, en essayant de comprendre ce qu'il y a derrière le poème. Et c'est peut-être l'explication de ce titre finalement, le feu, la flamme. Pour lui, le poème, c'est la braise, et la braise, c'est ce qui reste du feu et de la flamme. Et c'est une sorte de trace de quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ne sait pas déchiffrer. Et ça renvoie probablement toujours dans son imaginaire, dans son écriture, à cet événement terrible, à cette disparition qu'il voyait venir tout en n'y croyant pas. Tout à fait. Et cette année sera aussi terrible à bien des égards. Ça sera la solution finale. Hein, oui, 42, je dis dans le livre que je n'aime pas l'année 1942. Il y a comme ça des années dont on se dit qu'elles auraient dû ne pas exister. 1942, c'est évidemment le moment où va être mise en œuvre la solution finale qui va aboutir à 6 millions de juifs, de tziganes, d'opposants gazés en Allemagne, en Pologne, etc. C'est une année clé aussi, une année de tournant dans la guerre, puisque c'est en novembre 1942 que va se dérouler l'opération Torch, j'en parle un petit peu, par laquelle des Américains vont débarquer en Algérie et aidés sur place par un commando de juifs algériens, d'ailleurs en grande partie, va ramener l'Algérie vers la France libre. Et Max Paul joue un petit rôle dans cette histoire. Vous le racontez effectivement un petit peu dans le livre. On fait juste une petite pause et on revient au débat.